Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette table ronde sur un thème éminemment d'actualité. Entrepreneur, pourquoi et comment mettre de l'IA dans votre business ? Avant de nous lancer, je vais vous présenter, je vais laisser se présenter nos 5 intervenants, en commençant par Lauriane Recouvreau. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Alors, je suis Lauriane Recouvreau, je suis la fondatrice et dirigeante d'Explorissima. C'est une start-up dans le voyage. Et l'objectif, c'est de révolutionner la façon de préparer et vivre ses vacances. Donc, plus de guide papier, tout est géolocalisé et vous avez tous vos week-ends et vos vacances dans votre application. Voilà. Donc, je suis une jeune start-up, mais plein de gros projets. Bonjour à toutes et à tous, Hélène Dieppe. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, c'est super rare d'avoir une table ronde autour de la tech avec des nanas, que des femmes. Et puis, quand même presque, avec Jean-Louis. Alors moi, je suis dirigeante du groupe Prium. C'est une société de portage salarial. On va accompagner les entrepreneurs avec le statut de salarié porté dans la formation et dans tout type de prestations. Et à côté, je dirige Terracoda, qui est une société tech de développement de logiciels pour des clients. Voilà. Et on utilise pas mal l'IA aussi. Alors bonjour, je m'appelle Agathe Samut, j'ai fondé Comity. Comity, c'est un média dédié à la communication et l'événementiel. Et j'ai également créé la Comity Academy, qui est un organisme de formation. Et l'IA étant un des sujets prépondérants sur la manière dont nos métiers évoluent, j'accompagne effectivement à travers les formations les experts de la com, de l'événementiel et les freelances à intégrer cet outil-là. Donc, je l'utilise au quotidien pour mon entreprise et aussi pour apprendre à mes apprenants comment l'intégrer. Bonjour, Jean-Louis Coustenoble, donc je suis directeur général de JPG. Alors JPG, c'est une vieille start-up qui a quelques dizaines d'années. On est fournisseur de mobilier de bureau et de fournitures de bureau. On accompagne les entreprises dans leurs besoins et en particulier en espace de travail, en aménagement d'espace de travail. C'est un peu notre spécialité. Vers de nouveaux espaces de travail, comment accompagner les entreprises, petites et grandes, dans leurs besoins autour de l'espace de travail et de l'ergonomie. C'est extrêmement important d'avoir un poste de travail adapté à ses besoins physiologiques. Bonjour à tous, à toutes. Moi, j'interviens en guise de dessert. J'ai fondé les Aventuriers du Biscuit. C'est une société depuis 2020. Donc, on crée des biscuits personnalisés pour les entreprises et les particuliers. Donc, j'étais à votre place il y a 6 ans dans mon premier salon SME. Et donc, je serais ravie de vous parler d'IA et de biscuits sur cette table ronde. Très bien, merci à vous. On va rentrer dans le vif du sujet. C'est vrai que pour préparer cette table ronde, on a essayé de trouver des grands axes parce qu'effectivement, l'IA et ses usages est un peu infini, mais on a réussi en tout cas à dégager 4 points clés. Le premier, effectivement, là, c'est sur lequel vous êtes tous accordés, c'est sur le fait que l'IA peut vraiment aider à développer et à améliorer vos produits. On en a parlé avec vous, Lauriane Recouvreau. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors déjà, moi, chaque matin, j'ouvre mes mails, mon agenda et mon IA. Donc le quotidien, maintenant, c'est ça. Et en fait, je m'en sers dans le processus de créativité, à la fois dans la phase de ce qu'on appelle divergence et convergence. Donc en divergence, je fais tourner l'IA pour faire du benchmark, faire de la veille marché, regarder ce que font les concurrents. Des fois, je lui fais avaler des études, peu importe. Et ça me donne énormément d'idées. Et ensuite, je le fais tourner par rapport à toutes ces idées, par rapport à mes priorités. Après, je suis une entreprise à mission, donc je ne veux pas non plus tout faire. Et donc, par rapport à mes critères, je vais reprompter derrière et ça va me faire la phase convergence. Donc, avoir les idées clés et m'aider à définir ma stratégie produit, ma stratégie marché, même définir mes plaquettes ou comment je vais parler à tel et tel type d'institutionnel, en fonction de mes personas, etc. Donc, moi, mon IA, c'est vraiment au quotidien, dans cette optique-là. Très bien. Marion, effectivement, vous nous avez expliqué avant cette table ronde, effectivement, que ça vous aidait vous aussi à développer des gammes de nouveaux produits, de nouveaux, en l'occurrence, de nouveaux biscuits. Tout à fait. Alors, je ne sais pas si on va avoir accès à quelques diapos que j'ai préparés pour vous donner des visuels. Mais en tout cas, donc moi, j'ai créé l'entreprise en mode digital depuis le début. Je n'ai pas créé de point de vente
parce qu'aujourd'hui le commerce physique c'est quand même complexe, donc le digital était natif chez les aventuriers du biscuit. Donc l'IA c'est un outil qui est venu se rajouter à la palette des possibilités. Et donc nous on fait des biscuits qui sont créatifs puisqu'on raconte des histoires pour les particuliers qui vivent des moments précieux, pour les entreprises qui ont des événements. Et donc l'IA c'est venu naturellement pour apporter de la créativité à ce qu'on fait. Donc là, je vous ai mis quelques exemples de choses que je peux développer avec de l'IA. Donc par exemple, l'année dernière, il fallait que je réfléchisse à une nouvelle gamme de biscuits de Noël. Je me suis tournée vers Midjourney, qui est un outil de conception de visuels. Et donc, j'ai réussi à sortir, après pas mal d'itérations, hein, il faut travailler dessus, des idées de gamme de biscuits. Donc, en haut à gauche, vous avez un modèle. Et donc, en dessous, c'est ce qu'on a créé en réalité. Donc, aujourd'hui, c'est un outil qui me sert au quotidien pour créer du visuel. Vous avez un exemple pour Novotel qu'on a fait aussi dans le thème un peu JO Made in France. Ou encore sur la droite, nous on fait de la personnalisation, donc j'ai besoin de beaucoup de visuels pour proposer des visuels à des clients. Donc j'ai créé des visuels sur le thème du printemps et après les clients peuvent retrouver ça sur notre site internet pour personnaliser leurs biscuits par exemple. Donc c'est vraiment un outil au quotidien. Ou pour les entreprises, on a une agence de com qui emmène des gens vivre des événements sportifs. Donc, ils emmènent notamment des gens voir des grands prix de Formule 1. Et donc, ils voulaient une Formule 1. Donc, c'est une aubaine. Avec Midjourney, j'ai réussi à créer une Formule 1. Enfin, ça ressemble en tout cas à une Formule 1 aux couleurs de l'agence MyCom. Et j'ai pu, après, le créer en biscuit. Donc, on est vraiment sur un outil quand même assez puissant. Ça permet de faire beaucoup de choses, ça permet de réfléchir à des concepts. On participe à des salons professionnels. Je m'en sers également pour avoir des concepts de visuels. Là, sur le salon de l'événementiel, où l'année dernière à Jardin, je m'étais dit, tiens, Jardin, je vais faire une serre. Bon, après, l'IA, vous construisez pas la serre. Hein. Ça, c'est avec mon mari, 12 heures pour monter la serre au Jardin des Tuileries. Hein. Ça, qu'on soit très clair, l'IA va pas vous aider avec le montage des projets. Mais en tout cas, on peut faire effectivement énormément de choses en termes de contenu, de réfléchir à des plaquettes, réfléchir à des concepts, travailler sur du packaging, etc., etc. Très bien. Agathe Samut, vous m'expliquiez effectivement que ça vous aidait à décliner vos différents contenus, notamment, je crois que vous me parliez effectivement d'un podcast, Live Stories. Tout à fait. En fait, donc moi j'ai un média, donc j'ai beaucoup de production de contenu à faire, ce qui est le cas de beaucoup, de devoir communiquer. Et l'IA, c'est une vraie aide par rapport à ça. C'est une aide déjà en amont pour pouvoir brainstormer. En fait, moi j'aime bien l'utiliser comme un peu un sparring partner. Dire voilà ce que je cherche à partager comme idée, ce que j'ai comme message, qu'est-ce que tu peux me conseiller. Donc il y a une première phase vraiment d'échange. Et puis une fois qu'on arrive à un format et un contenu qui me convient, parce que l'idée c'est ça, hein, c'est lui il va proposer, on va échanger, mais c'est toujours moi qui est l'experte et qui dit ce que je veux et comment je le veux. Et une fois que j'ai cette base-là de travail, en fait l'avantage c'est que je vais pouvoir le décliner. Donc par exemple effectivement sur mon podcast qui s'appelle Live Stories, du coup j'ai des descriptions à faire à chaque épisode, et donc j'ai déterminé un format de description, donc qui suit un plan un peu structuré qu'on a analysé. Donc j'en ai écrit plein moi-même. Ensuite, je l'ai donné à ChatGPT qui m'a dit OK, je comprends la structure. Voilà comment on pourrait créer un espèce de template. Et puis maintenant, à chaque fois que je reviens, je lui dis OK, voilà un nouvel épisode. Voilà qui est mon intervenant. Voilà les 3 messages clés à faire passer. Et voilà les idées que je veux que tu mettes dans la description. Et il me le réécrit exactement comme il doit, avec les bons emojis au bon endroit, les bons hashtags. Et comme ça me permet d'automatiser en fait ma production. Je lui sous-traite quelque part ce job-là. Moi, je fais la matière grise, parce que c'est ça ma valeur ajoutée. Et puis lui, il va écrire. Après, je récupère. On ne fait pas du copier-coller. Enfin, j'y passe des heures depuis 2 ans maintenant. Il est très très bon et il me connaît bien. Mais je ne fais pas encore du copier-coller littéral. J'ajuste. Mais ça me permet quand même, en étant, moi je suis une petite structure, même si j'ai un média digital, ça me permet de produire énormément de contenu assez facilement en fait. Oui, parce qu'effectivement, il faut souligner pour ceux qui ne sont pas encore forcément des adeptes de l'IA générative, que l'IA générative apprend au fur et à mesure, à travailler selon ce que vous allez lui donner comme data. Donc il y a des techniques effectivement. Alors surtout que là, jusque-là, c'était pas le cas. La bonne nouvelle, depuis 2 semaines, ChatGPT a une fonction qui s'appelle mémoire et qu'il faut activer dans ses paramètres, ceux qui sont sur ChatGPT, et qui lui permet en fait d'enregistrer qui on est et ce qu'on fait. Et comme ça, à chaque fois maintenant, dans tout notre compte, il sait qui on est et donc il peut ajuster ses propositions. Donc ça, c'est une vraie bonne nouvelle justement pour arriver à automatiser et en faire un assistant personnel en fait.
Ouais, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Agathe, effectivement, moi j'ai créé mes petits robots à moi dans la partie mon GPT de ChatGPT 4. Et du coup, j'en crée un. Moi, je suis tourisme authentique et durable, donc je l'ai vraiment paramétré, effectivement, pour qu'il ressorte exactement ce dont j'ai envie. Et donc, il apprend au fur et à mesure. J'en ai un deuxième qui va être plutôt autour, et on verra après, de l'administratif, etc. Donc, c'est peut-être un format de langage plus formel, professionnel, etc. Donc, j'ai différents petits robots, en fait, dans ChatGPT 4, donc la version payante, qui me permet, moi, à chaque fois, de vraiment personnaliser et d'avoir des réponses adaptées à mon besoin. Parce que quand on a une entreprise, on a des besoins de com, on a des besoins de juridiques, des besoins de production. Et à chaque fois, j'ai décliné des robots, des assistants différents. Voilà. Alors vous, ce qui est un peu particulier, c'est que l'IA est quasiment au cœur en fait de votre produit. Alors, à deux titres. Oui. Alors, donc moi, l'idée, c'est de digitaliser et géolocaliser un peu tous les guides papier de voyage que vous avez, qu'on a tous sur nos étagères et dont on ne lit que 20%. Et donc l'idée, moi, c'est l'IA m'aide avec des sources de qualité, les offices de tourisme et autres, plus tous les sites divers et variés, c'est d'aller produire du contenu sur les points d'intérêt touristique de qualité, d'accord ? Donc nous, en préparation de chacun des guides où les points d'intérêt sont géolocalisés dans l'application, il y a toute cette phase de production. Et donc là, le petit robot dédié nous aide beaucoup. Il y a quand même, et je tiens à le préciser, pour moi, l'IA, c'est du 80-20. Ça nous fait gagner 80% du temps, mais il y a quand même l'expertise humaine qui va venir retravailler, revérifier, parce que des fois, c'est pas toujours forcément correct. Donc faites attention de ne pas prendre ça pour argent comptant. Donc ça, c'est la première partie de la production. Et là, on est en train de sortir une grosse version pour mars 2025, où là, l'IA va être au cœur de l'expérience de l'utilisateur de l'application, pour que, en gros, je dicte ce que je veux. Tiens, fais-moi un week-end, je ne sais pas, à Bordeaux, que l'IA le fasse, me propose, et contrairement à ce qu'on peut faire, parce que ça, on peut déjà le faire dans ChatGPT, ça vienne enregistrer ce parcours dans l'application et la personne n'a plus qu'à se géolocaliser et elle suit le truc. Voilà. Donc, c'est à deux niveaux, en fait. Très bien, merci. Jean-Louis Coustenable, alors vous, c'est peut-être un peu moins intuitif. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous utilisez déjà l'IA ? Alors moi j'ai une particularité autour de cette table ronde. Je suis le seul homme déjà, c'est sûr. Mais surtout JPG, on est 400 personnes, donc c'est une grosse entreprise. Donc c'est plutôt comment on va l'utiliser dans une PME. Alors nous, la première chose évidente, ça a été autour des images, puisqu'en fait on a des catalogues et on a un site web bien entendu, et on vend beaucoup de mobilier de bureau, et la présentation du mobilier de bureau c'est important. Donc aujourd'hui, l'IA nous sert pour travailler les images, pour corriger des images. Alors à partir de l'IA, on peut changer la colorimétrie d'une image, on peut changer le décor, on peut faire des ajustements sur un décor, on peut faire des recherches de propositions d'ambiance autour de décors. Et donc c'est vraiment très... nos graphistes aujourd'hui l'utilisent au quotidien pour améliorer les images, pour une meilleure expérience client, plus vite, plus rapide. On gagne vraiment en efficience, en fait, grâce à l'IA. On peut le quantifier. Vous arrivez déjà à le quantifier ou c'est encore un peu trop tôt, ce gain de productivité ? Non, honnêtement, on le quantifie pas et on cherche pas à le quantifier aujourd'hui. On n'est pas dans une logique de dire productivité, il faut produire tant d'images par minute, par graphiste. On n'est pas du tout là-dessus. Non, c'est vraiment plus la créativité en fait, parce que si on est efficient sur des images basiques assez simples que l'IA peut aider à produire plus vite, on va pouvoir passer plus de temps après sur de la créativité, sur d'autres ambiances. Et après, en l'état actuel des choses, au final, c'est toujours un être humain qui, au bout, valide, choisit l'image terminale. Donc aujourd'hui, c'est pas pour squeezer, se passer d'un être humain, c'est vraiment pour amener quelque chose en plus. Très bien. Hélène Dieppe, vous me soulignez effectivement que vous serviez déjà de l'IA pour refondre vos différents sites, mais aussi, c'est plus intéressant, pour personnaliser vos offres en fonction des différents prospects. Alors, contrairement à mes collègues, nous, Prium existe depuis 12 ans. Voilà, donc on n'avait pas
on n'a jamais utilisé l'IA pour développer nos produits. Maintenant, c'est vrai que le portage salarial, c'est un contexte, un marché qui... aujourd'hui, il y a plus de 600 entreprises de portage salarial. Et l'objectif, c'est de pouvoir répondre de façon plus ciblée, en fait, aux différents prospects qui viennent nous voir en fonction des profils. Donc, on va avoir des managers en transition, des consultants, des formateurs, des agents immobiliers, etc. Et c'est de proposer des offres de services qui soient vraiment dédiées à ces personnes-là et avec un parcours client qui soit adapté à leurs besoins. Donc, il y a vraiment cette partie-là. Ensuite, à côté de ça, moi, je dirige Terracoda, qui est une société tech de développement. Et c'est vrai qu'on commence à travailler avec des clients qui intègrent de l'IA pour optimiser leurs process et aussi pour tester et réduire leurs coûts de productivité. Voilà. Typiquement, j'ai un client qui est dans le domaine légal et il me dit, voilà, je teste l'IA chez moi pour pouvoir rédiger des rapports de façon très rapide. Et c'est vrai qu'en utilisant l'IA, on voit que ça remplace clairement nos assistants qui doivent quand même lire un paquet de données. Et l'IA est excellent pour cette partie-là, c'est-à-dire prendre des données, pouvoir ingurgiter les données et pouvoir résumer. Maintenant, comme disaient nos collègues tout à l'heure, l'IA peut aider à la créativité, peut aider à structurer des choses et peut être un sparring partner. Et on peut échanger avec l'IA, mais ça ne fait pas tout parce que l'IA n'est pas critique. Oui. Et c'est un vrai sujet aujourd'hui. Voilà. C'est effectivement un point, mais on l'abordera à la fin de la table ronde, c'est qu'effectivement, on est très 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 loin d'une IA autonome et intelligente avec plein de guillemets. Et il faut évidemment, j'allais dire heureusement en tout cas pour l'instant, qu'elle soit sous contrôle et surveillance d'un être humain. Le deuxième point fort qu'on avait identifié effectivement sur qu'est-ce qu'apporte l'IA aux entrepreneurs, c'était vraiment la possibilité d'améliorer l'expérience client et aussi évidemment, mais ça va dans la continuité, la possibilité d'améliorer la communication externe. Jean-Louis Coustenoble, vous m'avez parlé effectivement de chatbot que vous avez mis en cours chez vous. Tout à fait. Aujourd'hui, on a des centaines de chats par jour, de clients donc, qui s'adressent à nous via le chat. Et aujourd'hui, le chatbot, donc le robot qui répond, en fait, le client, selon sa question, va avoir soit un être humain au bout, soit un robot. Je vais prendre un exemple un peu très, très simpliste. Si vous voulez savoir quelle cartouche va avec quelle imprimante, aujourd'hui, un robot répond beaucoup plus vite qu'un être humain. Et l'IA va permettre aussi d'identifier des réponses pour lesquelles il y a une réponse plus rapide, plus évidente, et donc de s'améliorer au fur et à mesure. Donc ça, sur le chatbot, c'est vraiment un outil utile et efficace. Après, on a un site internet, et sur le site internet, pour améliorer le site, aujourd'hui, c'est indispensable, j'ai envie de dire. Les recommandations produits, vous savez, classiquement, vous allez sur un site internet, vous achetez cette bouteille d'eau, puis on va vous proposer le gobelet qui va avec. Jusqu'à présent, c'était des algorithmes. Mais un algorithme, c'est si j'achète cette bouteille, je propose ce gobelet. Si j'achète cette autre bouteille, je propose. Mais un algorithme, c'est bête. Un algorithme, ça ne fait que répéter à l'infini la même erreur. L'IA, maintenant, va proposer des produits complémentaires et justement en tenant compte du comportement du client, de ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qu'a fait le client, comment il a navigué sur le site, mais aussi qu'est-ce qu'ont fait tous les autres clients. Et j'ai proposé ce gobelet, mais jamais personne ne l'a acheté. Donc, ce n'est pas la peine de le proposer. Je vais en proposer un autre. Et on s'en sert aussi bien naturellement sur les fiches produits. On a 40 000 produits sur le site. Donc, pour faire des fiches produits qui soient à la fois bien documentées pour le client, pour qu'il comprenne bien le produit qu'on souhaite lui proposer, et aussi des fiches produits qui répondent aux besoins d'autres robots, qui sont ceux de Google par exemple, ou de Bing, pour être référencés, pour que l'information soit pertinente, pour que le robot trouve la bonne information et puisse remonter le produit quand un internaute le recherche sur un outil de recherche. Très bien. Agathe Samut, vous vous en servez notamment pour créer des conversations optimisées, de manière en tout cas récurrente, pour toutes vos actions de communication. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? En fait, l'un des vrais apports de l'IA, c'est cette capacité de personnaliser. Donc, vous l'avez un petit peu cité, mais c'est vraiment ça en fait. C'est de se dire que
la première question à se poser, c'est je vais gagner du temps avec l'IA, donc ça, je pense que tout le monde l'a compris. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire de ce temps-là? Et en fait, l'objectif, c'est de se dire, je vais me décharger des tâches répétitives et sans valeur ajoutée à l'IA, et moi, je vais me concentrer sur ma valeur ajoutée, ce que je suis capable de faire. Donc, en termes de communication, mais que ça soit un mail, un post, si vous avez besoin de faire des mails vers des prospects ou vers des clients, c'est de se poser la question de se dire, je vais plutôt aller vers des mails personnalisés. Je vais arrêter de faire un mail à tout le monde et de me dire, en fait, naturellement, je m'adresse pas de la même manière à quelqu'un que je connais, qui est mon client, que quelqu'un qui est mon prospect, à qui j'ai jamais parlé. Et en fait, souvent, on fait le même mail ou le même message de démarchage sur LinkedIn à tout le monde parce qu'on n'a pas vraiment le temps de faire de l'individualité. Là, se dire, puisque c'est pas moi qui vais rédiger tout, je vais plutôt travailler avec l'IA et je vais dire, voilà, mes clients, je vais leur faire tel message, mes prospects qui sont dans tel secteur, je vais leur faire tel message, et en fait, l'IA va aider à personnaliser. Donc ça permet déjà sur le fond de personnaliser, et puis après, moi, en communication, je l'utilise beaucoup pour personnaliser la forme, parce qu'effectivement, je fais un post LinkedIn, je vais lui dire, fais-moi une version pour Instagram, parce que c'est pas exactement les mêmes codes. Et puis, fais-moi un post sur X. Et puis, par exemple, là, moi, j'ai un événement récurrent, je fais des lives sur LinkedIn qui s'appelle l'IA en pratique. Donc, tous les mois, je fais un live où je fais des démos et je montre comment utiliser ChatGPT, Midjourney, tous ces outils-là. Et donc, c'est du récurrent. Et j'ai besoin de communiquer sur LinkedIn. Et je fais un mail d'invitation. Et je fais de l'Instagram. Et en fait, j'ai plein de supports sur lesquels je communique. Je parle. J'ai une fiche d'inscription. Enfin, voilà. Et en fait, le texte, je le fais réécrire à chaque fois. La base, je l'ai. Je n'ai pas d'intérêt à moi reprendre mon stylo et écrire à chaque fois. Ce qui pourrait être excessivement chronophage, effectivement, parce que chaque réseau a son... Jusqu'alors. Donc là, c'est de se dire, cet outil-là, il peut m'aider à démultiplier. Je reste, moi, à la base de ce que je veux. Et puis, lui, démultiplier, ça me permet d'aller plus vite et de mieux personnaliser mes messages. Et donc, forcément, derrière, c'est plus pertinent pour la personne qui le reçoit. Bien sûr, bien sûr. Et Hélène Dieppe, vous êtes en train, là, effectivement, aujourd'hui, en tout cas pour le dernier trimestre 2024, de revisiter tout votre marketing digital en infusant dedans de l'IA, et notamment avec un chatbot aussi. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui. Alors, l'IA, c'est vraiment un accélérateur d'idées. Maintenant, c'est vrai que pour ma part, moi, je trouve que c'est pas sur l'IA sur laquelle on va baser de la créativité, en fait. Il peut donner des idées, mais c'est à nous d'être créatifs. Alors, au niveau du chatbot, on est en train de le travailler justement pour personnaliser les réponses, en fait, à nos prospects, et de injecter les données à l'IA pour le faire apprendre notre contexte, notre environnement sur le portage salarial. Donc notre site a des milliers de pages, il y a énormément de contenu, et c'est ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire apprendre à l'IA notre contexte et notre environnement et nos contenus. Ensuite, sur toute la partie marketing digital, oui, c'est la création de contenu, mais encore une fois, c'est de la création de contenu en tant que sparring partner. Quand vous testez de l'IA et que vous demandez de rédiger un texte, la première version n'est jamais la bonne. Il faut le retester encore et encore, lui faire apprendre, et avec la bonne tonalité, avec des bonnes informations, mais c'est vrai que ça peut ouvrir des scénarios, des opportunités, de nouvelles idéations, et de créer du contenu qui soit vraiment associé et dédié à nos prospects ou aux personnes qui vont sur notre site. Comment vous faites ? Est-ce que vous avez des formations en interne ? Comment vous avez fait pour apprendre à prompter toujours mieux ? Non, alors du coup, j'ai une équipe qui s'intéresse autour de l'IA. Moi, de mon côté, je viens de la tech. J'ai fait l'EPITA, qui est une école informatique. Et donc, depuis que l'IA s'est démocratisée clairement avec ChatGPT. Avant, on parlait de l'IA, mais ça faisait toujours un peu peur. Et aujourd'hui, ce que je demande aux équipes, c'est de tester. En fait, de tester, et ensuite, lorsqu'on teste, on va apprendre à prompter, et on voit en fait avec l'expérience et avec les échanges la pertinence. Et après, c'est maîtriser la façon de prompter.
Oui, effectivement, on apprend, enfin c'est un peu toujours work in progress parce que les IA elles-mêmes évoluent et donc effectivement, même la façon de prompter évolue elle aussi, peut-être pas quotidiennement. C'est toujours le retour d'expérience en fait, donc c'est de l'apprentissage en continu. Et aujourd'hui, l'IA à un tel stade et demain, après-demain, voilà, ça change tous les jours, donc il faut qu'on évolue avec. Et peut-être pour rebondir sur le côté gain de productivité, l'IA aussi, et moi j'ai pas encore eu le temps de le mettre en place là dans ma start-up, mais peut être combiné pour automatiser tous des process avec des outils de type Make, Zapier, etc. Et donc là c'est ce que moi je vais lancer dans l'entreprise, parce que comme rien qu'en France il y a plus de 450 000 points d'intérêt touristiques que je voudrais traduire dans au moins 7 langues, l'idée ça serait de faire tout tourner pour que tout soit bien traduit, bien normé, etc. Donc il y a vraiment derrière un appel à l'IA dans le cadre d'un processus qu'on peut automatiser au maximum pour gagner du temps toujours. Ouais. Oui, effectivement, ça c'était notre autre grand point, c'est la possibilité d'améliorer la productivité et notamment grâce à l'aide à la gestion administrative, qui est un point très important et qui peut être extrêmement chronophage quand on est entrepreneur, et aussi toutes ces, comment éliminer en partie, en tout cas, toutes ces tâches à faible valeur ajoutée pour se concentrer sur son cœur business et le cœur de ses compétences. Marion Pinto, vous m'expliquiez effectivement, vous aviez délégué une partie de la gestion administrative à l'IA. Alors déléguer, c'est un grand mot, mais je crois qu'on a parlé beaucoup de la valeur temps. Quand vous êtes entrepreneur, vous allez créer votre entreprise, vous vous êtes déjà lancé. Ce qui va vous manquer, c'est le temps. Moi, je démarrais, je faisais mes biscuits, il fallait que je contacte des clients en même temps, j'avais les deux mains dans la farine. C'est un peu compliqué. Donc, depuis le début, je me dis, oh là là, comment je peux faire pour faire plusieurs choses en même temps ? Je suis une femme en même temps, on aime bien faire plusieurs choses en même temps. Donc, et c'était compliqué. Donc, et là, c'est une aubaine puisque l'IA parle aussi. Donc, vous pouvez parler à ChatGPT. Donc, en même temps que vous faites quelque chose, vous pouvez très bien dicter à votre ChatGPT et vous pouvez avoir une conversation comme avec une personne. Donc, c'est vrai que c'est un vrai gain de temps. Et quand on est entrepreneur, on fait la compta, on fait la vente, on fait les produits, on fait tout. Et des fois, on est fatigué aussi. Donc, on va peut-être pas forcément répondre de la bonne manière à nos clients. Donc là aussi, pour accélérer et répondre avec les mots justes, le bon ton aux clients, ça permet de trouver la bonne petite tournure de phrase qui fait qu'on va répondre assez cordialement et pas envoyer balader le client qui nous a fait encore une demande incroyable pour la 10e fois de la journée. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est une aide au quotidien. Ça peut être pour de la compta, ça peut être pour une problématique RH, ça peut être pour une problématique de ça s'est mal passé avec telle personne dans l'équipe. Voilà, comment je peux recadrer gentiment et donc quelles sont les idées pour que je puisse me poser et puis prendre du recul sur la situation. Donc c'est vraiment un outil au quotidien qui permet d'accélérer et en tout cas quand on est entrepreneur et qu'on n'est pas nombreux, c'est vrai que c'est une vraie aubaine. Agathe Samut, comment vous en servez vous effectivement pour vous concentrer sur votre expertise ? Il y a deux axes. Il y a le premier, celui auquel on pense en général rapidement, c'est l'exécution. Donc lui dire fais ci, fais ça, résume-moi ça, rédige-moi ça. Enfin voilà, on a un côté où il va faire pour nous, il va décliner des contenus. Et il y a aussi un côté qui est très intéressant qu'on fait moins, c'est le côté informatif en fait, parce que lui, il a quand même une base de connaissances où il a été nourri avec des milliards de paramètres, donc des milliards d'informations. Donc il a des connaissances sur plein de sujets. Et en fait, ce qui est très intéressant quand vous vous adressez à ChatGPT ou d'autres, comme Copilot, comme Mistral, comme Gemini, l'idée, c'est que vous allez lui donner un rôle. Donc, vous pouvez lui dire, j'ai envie, agis comme un chargé de RH et j'ai besoin que tu me conseilles, voilà ma situation. Ou, moi, j'ai déjà fait l'essai, je voulais faire évoluer le format de ma société. Je lui dis, j'hésite entre passer en SAS et en EI. Qu'est-ce que tu peux me conseiller ? Fais-moi la liste des points positifs et négatifs. Si je suis dans telle situation, qu'est-ce que tu pourrais me conseiller ? Après, bien évidemment, attention, on vérifie, parce qu'il n'est pas... des fois, il raconte des choses qui ne sont pas tout à fait la réalité, donc je vais toujours aller vérifier derrière. Mais déjà, ça peut m'aider sur ma réflexion et avancer, avoir quelqu'un qui est capable de me faire un retour sur plein de sujets différents. Et donc, ça nourrit l'échange, et moi, ça me permet, en tant qu'entrepreneur, parfois de me dire, tiens, ça, c'est pas bête. Peut-être je peux regarder ça plus spécifiquement. Et quand vous le dites...
réponds-moi comme un chargé RH, il comprend, ou est-ce qu'il faut aussi lui donner quelques liens, je sais pas, étatiques, des choses comme ça, pour qu'il puisse se nourrir et qu'on soit un peu plus sécurisé sur la réponse? Il y a deux. La première, le fait de lui donner un rôle, ce que ça crée chez lui, c'est qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une IA, c'est un méga cerveau. Et donc, quand je lui dis, tu agis comme un responsable des ressources humaines ou un expert en marketing, communication et autres, en fait, il va aller chercher dans son cerveau toutes les informations qui sont liées autour de ce métier-là. Donc déjà, en fait, il sait où est-ce qu'il doit aller chercher. Et il va utiliser déjà ce qu'il a. Concrètement, il a déjà énormément de choses. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai travaillé sur des landing pages. Je ne suis pas une spécialiste du marketing digital. Je lui ai dit, voilà, j'ai besoin de rédiger une landing page. C'est quoi les bonnes pratiques pour faire une bonne landing page? Agis comme un expert en marketing digital. Il m'a listé. J'ai regardé, je me suis dit, ouais, c'est pas mal. OK, propose-moi un plan. Il m'a proposé un plan. Je lui ai dit, OK, maintenant, hack qui est hyper intéressant. Je lui ai dit, pose-moi toutes les questions auxquelles tu aurais besoin de réponses pour faire cette page de vente. Il m'a listé plein de questions. J'ai répondu à tout. Et derrière, il m'a rédigé ma page de vente. Elle était plutôt bien faite. Oui. Donc, en fait, on peut avoir comme ça, le mettre dans un rôle qui nous intéresse. Parce qu'en fait, quand on est entrepreneur, on n'a pas une équipe extensible d'experts sur tous les sujets. On aimerait bien, mais au début, c'est pas forcément le cas. Et donc, ça permet de se dire, tiens, je vais me prendre un expert en marketing, un expert en com, un expert en réseaux sociaux, et qui me conseille et qui me nourrisse ma réflexion. Alors, il remplacera pas tous les experts, on est bien d'accord là-dessus. Mais déjà, ça peut faire un début d'accompagnement pour se dire, tiens, là, je vais commencer à réfléchir avec lui. Juste pour rebondir, effectivement, il y a énormément de choses. Après, ça ne vous empêche pas de vérifier, mais moi, la première fois que j'ai eu à faire un arrêt maladie pour quelqu'un dans mon équipe, franchement, le formulaire de l'administratif est incompréhensible. Donc là, l'outil m'a vraiment aidé à dire, là, tu dois mettre ça. Je lui disais, bon, voilà, là, c'est écrit ça sur le site. Ça veut dire quoi concrètement en français? Voilà. Donc j'ai réussi à faire mon premier arrêt maladie. Enfin voilà, c'est des petites choses toutes simples, mais l'outil, il y a énormément de données derrière. Donc après, ça vous empêche pas de vérifier, mais c'est quand même très très pratique. Vous êtes en train de nous dire que l'IA comprend l'administration. Mais pour rebondir, il faut une intelligence supérieure. Pour rebondir, mais c'est exactement ça en fait. C'est comme si on avait un assistant RH, un assistant marketing, jamais fatigué, qui travaille jour et nuit. Sinon, on travaille jour et nuit. Qui nous envoie pas balader. Et moi, typiquement, je suis entreprise à mission, donc je vis mon premier audit. Donc entreprise à mission, ça existe depuis 5 ans, donc il n'y a pas beaucoup de jurisprudence, donc j'y vais un peu. En plus, je suis pas une grosse entreprise, je suis toute seule avec quelques petits freelances et stagiaires. Donc voilà, me voilà à faire mon premier rapport de mission. Donc j'ai demandé, c'est ChatGPT qui m'a fait mon PV, qui fait tous mes PV. Je lui ai fait avaler mes statuts, regarder 2-3 trucs, et hop, il m'a fait mon rapport. Bon, j'ai quand même 20% de charge de travail à côté. Mais au moins, on est quand même hyper guidé. Et de toute façon, on n'a pas l'argent pour aller consulter. Enfin, moi, personnellement, en tant que jeune start-up, je n'ai pas l'argent. Donc, ChatGPT et Canva me sauvent la vie depuis 1 an. Hélène Dieppe, effectivement, vous m'expliquez aussi que là, vous étiez en train de travailler pour que ça puisse automatiser un certain nombre de tâches répétitives, de process, effectivement. Non, mais c'est hyper intéressant parce que, en fait, l'IA peut accélérer beaucoup de choses. Et, en fait, c'est moins cher d'utiliser l'IA que de recruter quelqu'un pour revoir, par exemple, nous typiquement, on fait beaucoup de traductions. On travaille aussi avec des clients internationaux, que ce soit en anglais, en allemand, en chinois, etc. Et on a énormément de documentation, et donc donner en fait cette documentation à l'IA pour qu'il traduise. Enfin, la traduction, elle est bien, quoi. Immédiate. Elle est immédiate. Et donc, nous, en portage salarial, on a par exemple des traducteurs en portage salarial. J'ai quelques alertes. J'ai des personnes qui me disent, écoute, mon métier, demain, je ne sais pas s'il va continuer à exister parce qu'avec l'IA, ça existe. Alors, ce qui est super intéressant, c'est que l'IA nous ouvre énormément d'opportunités et nous pousse à réfléchir. Voilà. Le groupe Prium existe depuis 12 ans. On fait à peu près 60 millions de chiffres d'affaires, donc c'est vraiment c'est une société qui existe et qui a une marque sur le marché. Mais on se dit aujourd'hui, il y a plus de 600 entreprises de portage en France, et qu'est-ce qu'on va utiliser, comment on va utiliser l'IA pour
optimiser nos coûts, pour aussi fidéliser nos salariés portés, mais également pour fidéliser les personnes en interne. Parce que utiliser l'IA, on va utiliser l'IA pour, régler toutes les tâches répétitives qui ne sont pas à forte valeur ajoutée. Donc c'est pour ça qu'on regarde en termes de process ce qui existe et ce qu'on peut automatiser avec l'IA, pour permettre à des personnes ensuite de vraiment se concentrer sur de la valeur, quoi. Donc la créativité, de l'accompagnement, du sur-mesure, avoir un échange humain avec les personnes, parce que ces personnes-là se sont détachées de ce temps répétitif. Et en interne, pour nous, c'est génial, puisque ces personnes-là trouvent du sens aussi dans leur mission. Donc l'IA transforme une société, mais peut transformer aussi les collaborateurs quand ils l'utilisent à bon escient. Vous qui avez une vue un peu macro sur la création d'entreprise de par votre mission, votre entreprise en tout cas, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, j'allais dire demain, mais peut-être même aujourd'hui, le fait de ne pas se servir de l'IA est disqualifiant? Est-ce que ça sera Oui, clairement. Vous êtes tous entrepreneurs, vous allez vouloir lancer votre société, vous êtes freelance aujourd'hui. L'IA propose c'est un sparring partner, clairement. C'est un sparring partner. Ça peut nous aider sur de la réflexion stratégique. Là, typiquement, on accompagne aussi des futures startups et qui nous disent, voilà, je veux voir mon positionnement sur le marché. Donc avec l'IA, on est capable aussi de dire est-ce que mon marché est là, comment se positionne mon business plan, etc., etc. Donc c'est un accélérateur. Et l'intelligence artificielle est incontournable pour les personnes qui veulent se développer. C'est de la tech, mais c'est aussi de l'innovation. Je disais tout à l'heure que c'était pas 100% de la créativité, mais ça donne un coup de main, quoi. Oui, donc effectivement c'est un vrai plus compétitif. Donc, ne pas utiliser l'IA, c'est comme aujourd'hui ce qu'on appelle la fracture numérique en fait. Et les gens vont rester malheureusement sur le côté. Donc on est obligé. Alors pour nos parents c'est un peu plus compliqué. On a déjà le numérique classique hors IA. Mais pour moi, si on ne l'intègre pas et dans ses process et dans ses produits, moi je sais que dans le tourisme, si je n'inclus pas l'IA pour augmenter l'expérience des visiteurs et de l'utilisation, ça ne sert à rien. Je peux plier boutique. Ouais. Donc, voilà. Donc, effectivement, vous vouliez rebondir, pardon. Oui, juste rebondir là-dessus, sur ce qui a été dit, parce qu'en fait, il y a des spécialistes de l'IA autour de la table, sauf moi, c'est l'autre particularité, je ne suis pas du tout un spécialiste. On a parlé de prompt. Et l'apprentissage de faire du prompt. On est face à une intelligence artificielle, donc générative, qui apprend tout le temps, mais il faut soi-même faire l'effort d'apprendre. S'il y a des gens ici qui n'ont jamais utilisé l'IA ou qui ont à peine commencé, vraiment le conseil que je peux vous donner, c'est de continuer. Parce que la première question que vous allez poser, vous allez dire « bof, c'est pas terrible ». Et en fait, tout dépend de la manière dont vous allez poser votre question, de l'information que vous allez mettre dans votre question, de la précision que vous allez mettre dans votre question. Si on fait juste poser des questions très génériques, on aura un résultat décevant. Et donc il faut apprendre soi-même, il faut commencer, recommencer, recommencer, se tromper, expérimenter. C'est vraiment le seul moyen le moyen en tout cas d'utiliser l'IA de manière efficace. Et si on passe à côté de ça, on va se dire ouais, bof, c'est pas terrible. Et on peut passer à côté d'un avantage concurrentiel énorme. Et il y a plein de tutos sur YouTube. Oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, souvent, quand on utilise l'IA la première fois, on est un peu bluffé par la rapidité, mais pas forcément par la qualité de la réponse. Donc, c'est important de se former, d'apprendre à utiliser ces outils-là. Soit, effectivement, sur YouTube, il y a plein de contenus. Vous pouvez trouver plein de choses. Nous, on forme. L'avantage, c'est que ça permet d'accélérer. C'est-à-dire qu'en une demi-journée, c'est fait et on sait utiliser des outils comme ChatGPT. Donc, ça permet d'aller plus vite. Mais c'est vrai que tout le monde a un enjeu à intégrer ces nouveaux outils. Moi, j'accompagne des entrepreneurs, j'accompagne des agences de com, des agences d'événements, des directions de la com, parce qu'il y a ce besoin d'intégrer, parce qu'ils ont bien compris aujourd'hui quel était l'impact que ça allait avoir sur leur productivité, l'intérêt de s'y mettre, et ils ont besoin d'être aidés, parce qu'il y a des techniques, mine de rien, même si ça paraît très accessible. C'est ce qu'on disait, si on veut des résultats de qualité, que ce soit un vrai outil professionnel,
il faut quand même le travailler un petit peu. Et nos jeunes l'ont bien compris, hein. Ils l'ont très très vite intégré. Hein. Tous vos enfants, à mon avis, ils sont déjà passés sur ChatGPT et ils font plein de trucs avec. Hein. Oui. Bon, on a bien compris en tout cas qu'effectivement, oui, la question de l'IA est plus une question. Il faut évidemment, quand on est entrepreneur et pas que, s'en servir. Il y a une question, moi, sur laquelle je voulais qu'on termine, qui est une question presque philosophique, c'est comment trouver le bon équilibre entre intelligence artificielle et intelligence humaine. Marion Pintos, effectivement, c'est une question qui vous anime, si je puis dire. Vous me parliez notamment de l'équilibre entre IA et intelligence artisanale et artistique. Oui, tout à fait. Je vous ai mis une petite blagounette parce qu'on en a déjà parlé, mais l'IA, ça fait pas tout et il faut un pilote. Il faut vraiment un pilote, hein, c'est vraiment important. Donc l'IA n'empêche pas que vous en êtes au début de votre parcours entrepreneurial. C'est à vous de définir où est-ce que vous allez, c'est quoi le cap. C'est vous le pilote dans l'avion. Moi, j'ai des personnes qui viennent bosser en alternance avec moi. Si je leur donne juste ChatGPT et que je les balance là-dessus en disant vas-y, écris des posts Instagram, etc., ça va donner des choses complètement insipides. Et donc, l'humain, il reste au centre de la réflexion. C'est vos valeurs, c'est votre environnement, c'est votre contexte, c'est votre histoire, c'est les ingrédients que vous allez mettre dedans. Moi, ça fait partie de l'intelligence humaine qu'on doit mettre dedans. On doit rester pilote et maître de ce qu'on crée. Parce que si c'est une IA qui crée le contenu et qu'après c'est une IA qui décrypte le contenu qui a été écrit pour faire un résumé, il n'y a plus de relation humaine et c'est pas le but. Hein. Nous on fait des biscuits aussi, c'est pour créer des émotions, donc il faut qu'on ait de l'émotion dans ce qu'on fait. Nous, comme vous pouvez le voir ici, même si on a parlé d'IA, aujourd'hui, moi mon entreprise, 99% du travail, ça reste du travail à la main. Hein, les biscuits qu'on fait, c'est chaque biscuit, on le découpe à la main, on le glace à la main. Il y a un énorme travail qui pourra pas être remplacé. Hein. Quand j'ai commencé, je me suis dit, oh là là, mais on est en 2020, il va y avoir plein de machines tech et tout qui vont me faire les biscuits tout seuls. Mais pas du tout, quoi. Les seules machines qui existent, c'est les mains. Hein. Donc on est vraiment sur cette intelligence artistique, artisanale. Et donc, il faut savoir faire la part des choses quand on utilise ces outils-là. Mmh. Je voulais juste rebondir par rapport à ce que tu disais tout à l'heure pour les enfants. Moi, j'ai mon fils qui utilise ChatGPT jour et nuit. Voilà. Et je pense qu'on a un vrai sujet sociétal aujourd'hui avec l'IA. On en parlait tout à l'heure avec Agathe. C'est en fait le contexte, l'environnement n'est pas simple pour nos enfants. Tout est disponible, tout est accessible. Et ils vont naturellement utiliser l'IA pour rédiger des rapports de stage, du contenu, réfléchir, etc. Et ça ne suffit pas. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de gamins qui ne savent plus écrire, en fait. Donc, l'IA est un outil, un accélérateur, mais la réflexion et le domaine de l'ordre du critique est important et c'est à nous de l'insuffler. Bien sûr, oui, parce qu'il y a un danger, effectivement, c'est d'avoir toute la réponse, en plus, effectivement, notamment pour ce qui est des devoirs, etc., des réponses qui sont souvent excessivement bien structurées, c'est qu'on ne se heurte jamais au mur, j'allais dire, de l'incompréhension ou au mur, effectivement, de comment je structure mon papier. Et puis on va se dire, en fait, ce que me donne ChatGPT, c'est exactement la réponse. Mais non, oui. En réalité. Donc voilà. Donc il faut faire attention aussi à ces enjeux-là, qui sont des enjeux de société. Hein, et puis intégrer l'IA, mais à bon escient. Agathe Samut, vous parliez effectivement aussi d'intelligence professionnelle, mais émotionnelle et artificielle. Exactement, en fait, mais ça rejoint tout à fait ce qu'on vient de se dire. En fait, nous, on est là, quels que soient nos âges, on est la génération où on savait travailler sans IA, et puis on est en train de s'adapter à travailler avec de l'IA, à être quelque part augmenté à l'IA. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on a dans notre quotidien, on a cette intelligence professionnelle, c'est notre expertise, c'est ce qu'on sait faire, c'est notre métier. On a aussi une intelligence émotionnelle, parce qu'en fait, on vit en société, donc quand on conçoit des messages de communication, c'est dédié à d'autres humains, donc on a besoin de ça, et ça, l'IA sait pas très bien le faire. Et du coup, on rajoute une troisième intelligence qui vient accompagner, qui ne vient pas enlever les deux autres. On a cette intelligence artificielle qui vient compléter. Et c'est vrai que la problématique vis-à-vis des jeunes générations, ce qu'on est en train d'évoquer, c'est de se dire, en fait, eux, ils ont l'intelligence émotionnelle, bien évidemment, ils ont l'intelligence
artificielle parce qu'il commence à la comprendre, mais il faut qu'il développe cette intelligence professionnelle, en fait, cette expertise-là. Il faut qu'il soit capable de faire sans. Donc c'est là où il va y avoir un enjeu de se dire, on a besoin des trois. Nous, c'est plus facile parce qu'on savait faire sans. Eux, ils sont en train d'apprendre à faire avec, donc il faut aussi qu'ils soient capables de faire sans pour être complets et arriver à avancer. Parce que l'IA en soi, c'est très bien, ça nous augmente, mais il ne faut pas que ça nous diminue dans nos capacités. Donc en fait, il est là aussi l'enjeu. C'est pas le même en fonction de nous, à l'âge que nous avons et par rapport à l'expérience qu'on a, et les jeunes générations qui arrivent avec cet outil-là qui va être un peu natif. En fait, on dit qu'ils sont digital natifs, mais en fait, avec l'IA, c'est pareil. IA natif. Justement, ça m'amène une autre question. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, j'allais dire, de renforcer la cassure, la rupture générationnelle entre effectivement une génération qui va être totalement native IA, une génération, allez, disons la nôtre, qui est IA adaptée, et peut-être des gens un peu plus âgés que nous, ou qui pour mille et une raisons ne seront pas du tout IA, qui sont totalement déconnectés de l'IA. Est-ce que ça ne va pas, on parle de rupture, de fracture numérique, effectivement, merci. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de fracture IA qui soit encore plus importante ? Moi, j'ai tendance à dire que ce qu'on est en train de vivre là, c'est une révolution, c'est la fameuse révolution IA, mais qui est en fait aussi forte que la révolution de l'arrivée d'Internet. Parce qu'effectivement, il y en a peut-être parmi vous dans cette salle qui ont travaillé sans Internet. Aujourd'hui, ça nous paraît infaisable. On se dit, oh là là, il n'y a plus Internet, qu'est-ce qui va se passer ? Je ne peux plus travailler, je ne peux plus rien faire. On travaillait sans Internet il y a quelques années, un petit peu loin. On savait faire sans. Donc en fait, c'est de se dire, bah là, c'est le sens de l'histoire, c'est le sens de l'évolution. L'IA, on va faire avec, on a su faire sans. Il faut juste avancer et tout le monde va avancer à son niveau, à sa vitesse. Moi, je trouve que l'IA a quand même une force, c'est que c'est quand même ultra démocratisé. Toute personne qui a accès à Internet peut utiliser de l'IA et apprendre énormément, lui demander « apprends-moi, c'est quoi les RGPD, comment je rédige un bon post ?» Enfin, c'est un outil qui est quand même assez fou quand on apprend à l'utiliser et qui est accessible à tous. Donc, je ne suis pas sûre que ça crée une rupture. À partir du moment où on a Internet, on peut avoir l'IA, quoi. Je pense que de toute façon, l'outil est embarqué dans beaucoup d'outils. Donc, sans le savoir, il y a plein de gens qui vont utiliser de l'IA parce qu'ils utilisent un outil visuel, etc. Donc, ils ne vont pas mettre le mot IA dessus, mais ils vont être utilisateurs de toute façon. Oui, on fera de l'IA sans y penser. Alors moi, je vais répondre à la question en disant oui, il y a un risque. Je pense il ne faut pas le nier. Il y a un risque, mais c'est pour ça qu'il faut s'y mettre. Et alors, c'est pas si loin que ça. Moi, j'ai fait mes premiers rapports de vente sur Minitel, donc ça vous donne une idée. Pour certains, si, il y en a certains qui connaissent. Mais voilà, il faut s'y mettre. Il faut s'adapter au monde dans lequel on est. Il faut pas passer à côté. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, avoir la posture de dire bon, moi, c'est pas pour moi, ça m'intéresse pas. Je pense que c'est une grosse erreur. De même qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire j'ai pas envie d'aller sur Internet, j'ai pas envie d'avoir un ordinateur, j'ai pas envie d'avoir un smartphone. Quoi. Si, on peut. C'est un vrai choix de vie. Mais c'est un choix de vie. On peut décider de ne pas vivre connecté. Ça, c'est un vrai choix de vie que je ne juge absolument pas. Mais à partir du moment où on veut être entrepreneur, qu'on veut travailler, on ne peut pas passer à côté de ça. Et donc, il faut s'y mettre. Très bien. Merci à tous. Juste avant de finir cette table ronde, je voudrais appeler sur scène Catherine Barba, qui est la présidente d'Envie, l'école et la communauté des indépendants. Une petite minute, car nous avons une avance conjointe à faire, Catherine et moi. Merci beaucoup, c'était super. David qui arrive pour la fin. Bonjour. Ça vous a plu ? Non, mais oui, merci de m'accueillir, Emmanuel. Merci à toi de prendre 2 minutes avant le déjeuner, avant la pause déjeuner. Effectivement, parce qu'on souhaitait vous annoncer un partenariat avec Envie et Capital, puisque nous allons lancer, j'espère au premier trimestre 2025, en tout cas très 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 vite, un hors-série dédié spécifiquement aux indépendants et aux TPE. Vous peut-être. Il faut rencontrer Emmanuel pour être dans le hors-série. Voilà. Non, mais ça parlera beaucoup d'IA, donc c'est aussi pour ça qu'on en profitait. Évidemment. En tout cas, ça sera vraiment dédié à vous, parce qu'on s'est dit effectivement qu'il y avait plus tellement de médias qui s'adressaient aux TPE, donc c'est très bien de parler des startups et des grandes entreprises, là n'est pas le sujet, mais qu'il y a assez peu de médias qui parlent vraiment directement et concrètement à vous, indépendants et TPE, et qu'il y avait une route à tracer qu'on a décidé de faire ensemble.
Et alors, la raison pour laquelle on vous prend encore une petite minute, c'est pour annoncer, donc Envie, je ne me suis pas présentée, mais on a créé l'école des indépendants. On se reverra peut-être cet après-midi ici, si vous êtes encore là à 15h30 et après. Mais donc, l'idée, c'est de dire, on va non seulement contribuer au hors-série, de Capital, qui veut devenir le média des indépendants, je trouve ça courageux, mais on en profite aussi pour lancer ensemble une grande enquête sur vous. Une enquête qu'on voudrait la plus large possible dans toutes les formes d'indépendance. Je sais pas, il y en a beaucoup parmi vous. C'est pour comprendre qu'est-ce qui vous a motivé ou pas à devenir indépendant, vos frustrations, vos attentes, quelques questions. Et on compilera tout ça et on sortira l'enquête avec un institut de sondage au premier trimestre 2025. Donc, ce petit QR code pour savoir si vous avez envie de contribuer, ça prendra pas longtemps, hein, c'est 10 minutes maximum, mais pour partager votre expérience et nous dire si vous accepteriez de témoigner, si jamais ça vous dit, n'hésitez pas. Prenez, c'est juste pour nous laisser vos coordonnées et on vous envoie le lien pour répondre à l'enquête. Là, la grande enquête sur les freelances et les indépendants en France. Je pense que c'est quelque chose d'utile pour tous, puis que ça vous permettra à chacun de vous situer par rapport aux autres. Voilà, je te remercie encore merci à vous, merci pour la table ronde. Merci à vous cinq aussi pour vos témoignages et pour ces échanges vraiment intéressants. J'espère que ça vous aura captivé et intéressé, puis peut-être donner des idées pour de futurs business. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Et moi, si vous voulez, je vous retrouve à 15h30 ici même sur comment savoir si c'est le bon moment pour se lancer. Pour ceux parmi vous qui n'êtes pas encore lancés.